Bonjour Alain Subrebost, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu pour me dire qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour. Vous venez de publier chez Lettrades L'Art Royal Révélé. Alors, vous êtes à votre 4e ouvrage et un livre audio. On vous définit parfois comme écrivain, parfois comme musicien, parfois comme vidéaste, parfois comme philosophe. Alors, en fait, qui êtes-vous vraiment, Alain Subrebost? Eh bien, comme tout le monde, je suis quelqu'un avec plein de possibles, plein de cordes à son arc, que j'essaye de manifester, de travailler et d'exploiter au mieux que je peux. Donc voilà, j'ai des idées sur la philosophie, sur la maçonnerie, j'ai des intuitions en musique ou quand je réalise des courts-métrages, des choses comme ça. Et donc, tout simplement, j'exploite qui je suis. Alors justement, dans l'Art Royal Révélé, vous écrivez que cet art royal, c'est l'accès à tous les possibles que nous recelons tous. Et la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les freins à ces possibles? Donc la plupart des freins que l'on peut avoir pour l'exploitation de son potentiel, c'est déjà l'ignorance de soi, l'ignorance de ses possibles, la compréhension, mais de la manière dont on fonctionne, et parfois même la peur de pouvoir simplement les exprimer. Car la peur est une des émotions les plus inhibitrices qui soient, et que ce soit dans la volonté de réussir, dans la volonté de s'accepter, de se respecter, de s'aimer. Et donc en allant chercher un petit peu, en déconstruisant la manière dont on a été construit par notre éducation, notre famille, programmé quasiment par toute la société, notre environnement, on arrive à faire sortir un petit peu des prisons dans lesquelles parfois on a enfermé, nos potentiels. Alors Alain Subrebost, vous écrivez l'art royal, c'est plus une pratique du striptease qu'un travail universitaire. Alors, est-ce qu'il y a des risques dans ce travail de striptease? La plupart du temps, on pense que la franc-maçonnerie ou l'art royal est un acte de philosophie ancré sur l'aspect complètement spéculatif. Et je pense que c'est une grande erreur, puisque je pense que la première chose, c'est l'opératif, mais l'opératif sur soi. Alors où est la prise de risque? La prise de risque, c'est de s'apercevoir que l'on peut changer. Car le changement est toujours générateur de stress. Et donc la seule prise de risque possible, c'est de s'apercevoir qu'on peut avoir une autre vie, une autre façon d'appréhender le monde, une autre façon de rentrer en relation avec autrui. Comme toujours, comme tout à l'heure, la peur du changement, la peur de découvrir quelque chose est une émotion des plus inhibitrices, quelle qu'elle soit et dans quelque domaine qu'elle soit. Alain Subrebost, dans votre ouvrage, vous écrivez la loge est un espace multidimensionnel. La question qu'on peut se poser, si c'est un espace multidimensionnel, quelle est la place qui reste pour ce moi ou pour notre moi versus l'universel versus l'univers? Oui, effectivement, ça a été un de mes constats pour ce livre. C'est-à-dire que quand on rentre dans une loge, on s'aperçoit qu'on est en fait dans un hologramme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au-dessus de la loge, il y a l'univers avec les symboles que l'on connaît, la lune, le soleil et tous les astres qui sont là. Et quand on rentre en loge, on est dans une représentation tridimensionnelle de cet univers. Et on s'aperçoit que même on a un tableau de loge qui est une représentation en 2D, finalement, de la représentation en 3D et du réel. Et quand on rentre à l'intérieur même du symbolisme, on s'aperçoit que le symbolisme représente des archétypes psychologiques, qui soient émotionnels, cognitifs, que l'on a tous en nous. Donc on a effectivement comme une espèce de fractal qui se répète à l'infini. Donc c'est pour ça que c'était très intéressant de rentrer dans une loge, parce que tout de suite, on a accès à de multiples niveaux d'interprétation. Et ensuite, par rapport au moi dans l'univers, il faut reprendre la situation dans laquelle on était avant même de rentrer en maçonnerie, c'est-à-dire dans le cabinet de réflexion. Le cabinet de réflexion, on a notamment deux symboles importants, qui sont cette espèce de crâne que l'on peut voir et cette espèce de sablier, qui représentent en fait l'éphémérité du temps. On a ces symboles alchimiques, c'est le soufre-mercure, qui représentent l'ensemble de notre tripartition intérieure, le corps, l'âme et l'esprit. Et si finalement on réunit l'ensemble, on s'aperçoit que corps, âme, esprit, tout cela est éphémère. La notion même du moi, en maçonnerie, en fait, est quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui transite, qui est éphémère.
Et c'est pour ça qu'en franc-maçonnerie, finalement, on peut progresser. Parce que si on était arc-bouté sur une définition de soi, aucun changement pouvait être possible. Vous parlez d'une méthode maçonnique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette méthode, c'est une méthode de développement personnel ou, comme vous avez l'air de le dire, une méthode de développement impersonnel? Effectivement, j'ai scindé en fait le livre en deux parce que la méthode maçonnique propose ces deux voies, mais les deux voies en même temps. Et c'était très difficile pour moi d'expliquer les deux choses en même temps. À la fois dans la construction d'une persona utile, concrète, hein, où on utilise des outils, où on peut se fabriquer, même créer jusqu'à des projets, hein, et à la fois une déconstruction progressive de l'être pour parvenir à l'essence. Les deux étant une seule et même chose dans la pratique maçonnique. Très difficile de pouvoir scinder cette question-là, puisqu'en fait, le processus maçonnique est à la fois personnel et à la fois impersonnel. Il est personnel dans le sens où on se construit, comme à l'image des édifices, des cathédrales, on se construit soi-même, donc on est vraiment dans la technique de construction, et à la fois pour pouvoir accéder à l'essence de soi, on est obligé de se déconstruire. J'aime à me rappeler que le premier travail que l'on demande à un apprenti maçon, c'est de tailler sa pierre. Mais quand on taille sa pierre, on ne rajoute pas des choses, on enlève des choses. On est bien dans une idée du striptease, comme je disais tout à l'heure, une idée du dévoilement progressif des couches de notre personnalité pour en atteindre l'essence. Alors vous parlez du symbole versus la création et vous utilisez le symbole substitutif, le symbole projectif, le symbole introjectif. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors, effectivement, ça paraît être des mots un petit peu barbares comme ça, mais tout simplement, il faut voir que l'accès au symbole n'est pas quelque chose d'innocent. À la fois, il y a un côté projectif, puisque par exemple, je prends la Lune. Dans la Lune, je vais mettre, par exemple, le féminin, le réceptif, ce genre de choses. Mais compte tenu de ce que l'on peut mettre déjà dans ce symbole-là, je peux introjecter la valeur même que j'attribue par exemple à la Lune. C'est-à-dire, je veux dire, comment en moi, dans ma vie de tous les jours, je vais pouvoir utiliser mon féminin, ma capacité d'être créatif, d'être réceptif. Et c'est la même chose pour le soleil, pour n'importe quel type de symbole. À la fois, je projette, c'est-à-dire je donne au symbole une valeur, et à la fois, je prends ce symbole-là, et je prends la force du symbole, la vertu de ce symbole, l'idée qui est sous le symbole, pour me l'attribuer, et pour essayer de me grandir. Et alors, quand on parle de symbole substitutif? Eh bien, en fait, c'est quasiment une réunion à la fois du projectif et de l'introjectif, c'est-à-dire que quand je vois la Lune, je suis la Lune. Quand je vois le Soleil, je suis le Soleil. Mais quand je rentre en loge, je suis la loge. Et là, le travail que j'effectue est un travail substitutif, puisque je travaille sur, j'allais dire, une création virtuelle de qui je suis intérieurement. Votre ouvrage parle souvent de, finalement, à quoi sert la franc-maçonnerie? Qu'est-ce qu'on en fait dans la vie de tous les jours? Et vous parlez des chemins de traverse. Et une question qui est peut-être à mi-chemin entre la politique et la maçonnerie, est-ce que l'anarchie peut être compatible avec le concept d'obédience? L'ensemble des outils que l'on peut avoir, l'ensemble du processus que l'on peut avoir, l'ensemble des outils que l'on peut avoir, l'ensemble du processus maçonnique vise à la libération de l'individu. Or, il s'avère que quand on est dans une structure, il y a le risque très très prégnant d'un conformisme de la pensée notamment, et de l'action, et de la vie de tous les jours. C'est très visible, y compris même dans la production littéraire, puisqu'on a beaucoup de livres qui parlent de philosophie de la maçonnerie, on pourrait appeler ça de la méta-maçonnerie, mais finalement il n'y a pas vraiment beaucoup de livres qui traitent de la manière dont on va pouvoir grandir, évoluer, se libérer. Alors évidemment, comment peut-on concilier le fait d'avoir une activité prônant la libération et être dans un endroit géré par une obédience qui signifie l'obéissance. Voilà. Tout le problème est là. Alors je pense tout simplement, c'est que les obédiences sont les vecteurs d'un processus libérateur et qu'il ne faut absolument pas s'y attacher. De la même manière qu'il ne faut pas s'attacher aux outils dès lors qu'on a construit sa maison.
On construit sa maison, la maison est construite, et bien on ne va pas porter sur soi systématiquement tous les outils pendant toute sa vie. C'était Alain Suprobost, l'art royal révélé, le développement personnel et symbolique, collection L'aventure initiatique aux éditions d'Etrade.